C'est une histoire qui commence dans la nature, une histoire en noir et blanc, douce mais contrastée, trouble mais infiniment perceptible. Elle commence près d'un phare sur les plages normandes, nous embarque et traverse la France jusque dans les montagnes du sud-ouest. Cette histoire, c'est un photographe de terroir et du temps qui passe qui nous la conte, qui nous emmène, à pied, sur ses chemins. Il transforme nos campagnes en contrées sauvages, sa faune en bestiaire mythologique et les légumes du jardin en super-héros. Dans ces récits photographiques, les humains y sont tantôt des anges, tantôt des fantômes dans des cuisines aux lourdes tables de bois. Et quand il ne nous conte pas tout ça, ce photojournaliste arpente les fermes du Béarn et les rues des capitales du sud de l'Europe. Il y poursuit les évêques et les bergers pour nous montrer un visage de la France souvent oublié, avec une douceur et une sincérité qui font qu'on reconnaît son travail au premier coup d'œil. Ce photoreporter, c'est Laurent Ferrière, et il nous invite aujourd'hui à passer derrière le viseur. Laurent Ferrière, bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe. Alors Laurent, vous êtes photographe depuis plus de 20 ans maintenant, multi-instrumentiste, vous travaillez aussi bien en photographie argentique qu'en numérique, en studio qu'en reportage. Pouvez-vous nous dire comment tout cela est né? Tout ça est né par une passion de toujours, hein. C'est né comme elle, hein, c'est les premiers photos, c'est la première découverte du noir et blanc, des négatifs qu'on imprime, tout ce qui est le tirage effectivement sous l'agrandisseur et progressivement, cette passion devient grandissante. On finit par devenir journaliste en presse régionale et après la photo reprend le dessus. Donc vous avez une formation en journalisme, une formation initiale en journalisme, mais également une formation d'architecture du paysage. C'est Oui, plutôt alors atypique comme J'ai parcours. j'ai même j'ai même un triple parcours, hein, architecte paysagiste de formation de base. J'ai travaillé quelques années comme éducateur spécialisé, on appelle ça en MEX, en maison d'enfants à caractère social, en fait, auprès d'ados et de jeunes majeurs placés. Mais petit à petit, le virus du journalisme m'ayant pris, j'ai repris une formation au CFJ, en fait, une formation continue. D'accord. Donc, ouais, c'est qu'est-ce qui est né exactement quand? C'est la passion du journalisme qui est née en premier et qui a fini par, prendre le pas sur votre parcours professionnel qui s'orientait différemment? Ou est-ce que, les uns se sont nourris des autres au fur et à mesure? Alors, les uns se sont nourris des autres, hein. Le journalisme, c'était un journaliste au départ local, donc c'était Paris-Normandie, c'était une petite ville dans l'Eure, à Vernon. Et cette proximité avec les lecteurs, proximité avec l'événementiel, avec le quotidien, fait que j'y étais attaché. C'était de l'humain avant tout, c'était de l'humain qui nous fait passer d'un fait divers à tout d'un coup un événement sportif ou un projet naissant dans la ville. C'est un petit peu tout ça qui nous rattache à toujours, de toute façon, l'humain avec toute sa place. C'est vrai qu'on le retrouve dans l'ensemble de votre travail puisque donc vous faites du reportage presse, vous travaillez donc autant pour la presse nationale que la presse régionale, mais vous faites également du corporate, des tirages d'art, des expos et même on en reparlera un peu plus tard, de la formation et des photos pour l'édition. Alors pourquoi cette palette et comment est-ce que vous faites au quotidien pour jongler entre toutes ces différentes activités? Alors comment je fais? Je me suis donné un petit peu un parcours, de travail un peu particulier. C'est vrai que j'ai tendance à être toujours, relativement, proche déjà de tout ce qui se fait en actu de l'image, de la photo, de l'information et donc j'ai focalisé effectivement sur une approche de territoire. Aujourd'hui, je vis dans un territoire au pied des Pyrénées qui va du Pays basque, jusqu'aux Hautes-Pyrénées, jusqu'à Lourdes, en passant par les Landes et le Gers. Mon territoire de travail, c'est le suivant, c'est un petit peu de l'agriculture, jusqu'à effectivement au sujet, économique et corporate. Le but Oui. oui? Non, je vous laisse continuer. Oui, voilà, mon approche aujourd'hui, c'est voilà, d'un photographe de territoire je suis journaliste, mais tout en me permettant effectivement aussi de travailler, sur de la communication d'entreprise, en photo, sur du portrait parce que je suis très attaché au portrait, même avec des particuliers parce que, ça reste de l'humain, ça reste un temps de pause, ça reste un temps dans la lenteur. J'aime bien cette notion de collègues parisiens qui doivent malheureusement sans cesse courir pour eux d'un métro à un événement, à une manif, à une rédaction. En région, on a plus de temps. On peut se lever 30 matin, on peut le vivre un peu plus sereinement. On n'est pas avec la pression de l'information à vendre, à proposer. On est sur un rythme de la lenteur. On est sur du bon usage de la lenteur qui est celui qui est proche, par exemple, de la marche à pied que je pratique. Voilà, on a le temps.
On peut aller tranquillement au café, lire la presse locale pour s'alimenter aussi de sujets. On est constamment sur ce rythme. C'est vrai que ce rythme, du coup, est complètement différent, hein, entre le reportage en montagne et le portrait en studio, c'est pas du tout les mêmes contraintes ni les mêmes techniques. Du coup, quel impact est-ce que cela a pu avoir sur votre manière de travailler? Le fait d'avoir justement cette palette très développée, d'être dans un rythme beaucoup plus lent? En fait, elle a évolué. C'est une palette qui a évolué en quelques années. Aujourd'hui, 60 de l'activité est dirigée vers la presse, donc photojournalisme, documentaire, que ce soit des productions d'images, de séries ou des commandes pour la presse nationale. Aujourd'hui, c'est une grande part de mon activité. J'ai tenu à garder le studio qu'on appelle la photo corporate, la communication d'entreprise, parce que malgré tout, j'aime ça et j'ai aussi besoin d'avoir ce petit temps de pause, c'est le cas de le dire, effectivement, sur des projets plus personnels. Quand tu évoquais tout à l'heure les anges, bah, c'est des projets personnels, le temps d'un mois de décembre. Ce sont des portraits que je vais faire, au studio, où je vais toujours travailler sur un rythme relativement serein. Alors c'est vrai que le studio, ça a pris une place très importante, pour, les auditeurs s'ils ne le savent pas, donc, vous avez monté un studio à Oloron-Sainte-Marie. Alors voilà, j'ai un atelier studio qui pour, quelques mois l'a été un peu mis en pause, en stand-by, pas par manque de travail sur le studio, mais parce qu'effectivement le souhait d'aller retravailler aussi beaucoup en montagne, beaucoup sur le territoire. Mais j'ai toujours le studio, le matériel de studio, je reviens toujours avec mes éclairages, avec des portraits. On va dire qu'il n'est plus ouvert à un rythme d'horaire et un magasin parce que je veux me donner la liberté, d'y être ou pas. Et ce studio a été un lieu d'émulation un peu collective, hein, Oloron-Sainte-Marie, fait partie de ces villes de taille moyenne qui subissent la désertification des centres-villes au profit des périphéries et des grandes villes. Du coup, monter un commerce dans ce contexte, alors même si c'est pas un commerce, traditionnel, est-ce que c'était pas un parti pris un peu risqué et un pari engagé? C'est un pari engagé, risqué, je veux dire que non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a tous partout, que ce soit au Laurent-Sainte-Marie, ou, partout en France, on a cette capacité à pouvoir mutualiser. Demain, on pourrait très bien imaginer effectivement des lieux mutualisés. Moi, en tant que photographe, je pourrais travailler avec un webmaster, je pourrais travailler avec un graphiste, je pourrais travailler même, pourquoi pas, avec un comptable, ou un styliste. Je veux dire, voilà, on a la capacité partout en région de trouver des lieux qui sont grands, qui sont souvent vides, qui sont soit anciens commerces, anciens et cetera, et ces lieux, on peut les faire vivre, on peut les faire vivre. Nous, en tant que photographe, effectivement, on a besoin d'un parti studio, une partie, mais autour de cela, on peut monter des communautés d'intérêt, on peut monter des communautés d'échange. C'est de l'économie créative, c'est rassembler des compétences ensemble qui vont travailler ou pas, sur des projets, mais au moins le lieu, il va vivre. Il va vivre là-dessus en s'appuyant effectivement sur cette capacité de se dire: «On peut faire bouger un territoire dans ce qu'on va proposer», à travers des expos, à travers des événementiels et tout simplement un service rendu. C'est ce que vous aviez fait un petit peu, hein, d'ailleurs avec vos voisins, je pense à l'artiste, Olivier Boullé, avec, Pierre-Emmanuel Michel. Plusieurs années de suite, il y avait eu les Révolutions. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce temps de Alors rencontre et d'exposition commune? oui, la révolution précise, c'est né un soir de vernissage dans mon atelier. On avait une rue qui s'appelait la rue Révolte, qui partait de mon atelier, tout en allant vers, l'atelier d'Olivier Bouillet, qui est tatoueur, pierceur, créateur de lampes, et Pierre-Emmanuel Michel, qui est graphiste et photographe. On s'est dit: «Bon, on va faire la révolution». L'idée, c'était d'ouvrir nos lieux 2 fois, pour des vernissages collectifs où le public allait d'un lieu à l'autre en se baladant, et progressivement, bah, ça a essaimé. On a invité des artistes, d'autres lieux, ont proposé aussi en ville, et pendant effectivement 3 à 4 ans, on a comme ça eu nos ouvertures d'ateliers. C'était une expérience, passionnante, positive, puisqu'on voyait facilement 150-200 personnes qui passaient d'un lieu à l'autre en ambulant, et c'était très simple. C'était 2 soirs par an, on Ça ouvre ça nos ateliers tous en même temps. ça coupe un petit peu, Laurent. Est-ce que vous pourriez reprendre, sur le voilà, ce qui s'est passé, pendant plusieurs années, donc il y a eu Voilà, de plus en pendant plus de monde? plusieurs années, en fait, on était plusieurs créateurs dans différents domaines, que ce soit Olivier Bouillet avec ses créations de lampes et ses projets de tatouage, Pierre-Emmanuel Michel, ses photos et son graphisme, moi, mes photos. On ouvrait nos lieux 2 fois par an ensemble. Une espèce de vernissage déambulatoire où les gens pouvaient aller d'un atelier à l'autre. On n'a rien inventé. À Paris, les portes ouvertes des ateliers de Belleville, c'est ça.
comme dans d'autres lieux. Simplement, c'était à l'échelle d'une petite ville comme Oloron-Sainte-Marie et on s'est rendu compte que c'était très simple et positif. Les gens aimaient se promener d'un lieu à l'autre. Et du coup, quelles sont les difficultés peut-être qu'un collectif peut rencontrer lors d'organisations d'actions comme celle-ci? Je pense notamment à d'autres, de nos auditeurs qui seraient tentés de répliquer des actions comme celle-là dans leur petite commune. Je Il y a pas de difficulté. La seule contrainte qui est positive, c'est de communiquer. C'est de le faire savoir. C'est nous, on organisait un point presse, quelques jours avant pour, effectivement que ça puisse être indiqué dans les journaux locaux, à la radio locale. La seule contrainte, beh, c'est dans chaque lieu, on avait quelques bouteilles à boire, de quoi grignoter et les gens se baladaient d'un lieu à l'autre, tout simplement. Facile en effet. Alors nos éditeurs vont pouvoir se tourner un instant avec un arrière-plan, un panneau de signalisation de chantier. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'histoire qui se cache derrière cette image? Alors, cette image, hein, c'est le fruit de mon travail depuis plusieurs années, hein. Ce sont les transhumances. On a la chance en Béarn d'avoir encore des bergers, des éleveurs transhumants qui passent une partie de l'année, environ 3 mois en montagne et qui, pour certains, vont faire transhumer leurs vaches, leurs brebis, leurs chevaux sur plusieurs dizaines de kilomètres. Là, on a une image, en fait, de la transhumance des vaches en vallée d'Ossau avec un jeune éleveur basque qui s'installe le temps de l'été sur une cabane en Béarn et toute la nuit, effectivement, on a marché avec le troupeau. On est donc, vers 1 heure du matin dans une petite rue, d'une commune près de Larens, en haute vallée d'Ossau et on va comme ça marcher jusqu'en lendemain midi jusqu'à la cabane. Donc c'est ce petit temps de pause, c'est vrai qu'on est sur des transhumances, on est toujours, j'y reviens, sur de la lenteur, sur de la sérénité et cette capacité qu'ont eu des éleveurs de m'accepter. Moi, je suis allé les voir, je dis: «Voilà, ça m'intéresse de vous suivre, de marcher toute la nuit avec vous». D'abord un petit peu inquiet, est-ce que vous êtes en capacité de marcher ou pas 35-45 kilomètres avec nous en montagne? Ils ont compris que c'était possible. Donc voilà, il y a peu cette complicité. On parlait le même langage, je connaissais bien le monde rural. Ils voyaient que j'étais là pour parler aussi d'eux. Donc voilà, cette photo de vache, c'est là, c'est toute l'histoire de ces transhumances en Béarn, comme ça pourrait l'être aussi au Pays basque. Et alors cette image, comme une bonne partie de votre travail, a résolument un côté décalé, voire humoristique. Est-ce que c'est un parti pris de départ ou ce sont simplement des émotions que vous rencontrez lors de vos reportages? Ce sont des émotions, mais il faut être très clair. Moi, mon travail, effectivement, on se rappelle tous de l'émission aussi Striptease, à la télé, hein. Heu, on a cette capacité sur le monde rural, sur notre territoire, à documenter de façon très humaine, de façon, heu, humble, mais aussi avec de l'humour. Il faudrait effectivement passer la nuit à la cabane, que je vous emmène, toute l'équipe, au moment des transhumances où la cabane, elle est joyeuse, elle est vivante, les troupeaux sont arrivés et là, tout se lâche, on parle de tout, même des sujets tabous, beh, des sujets tabous comme l'ours, comme le loup, heu, on parle de tout cela et effectivement, c'est ce côté un peu anecdotique, imprévisible. Ce sujet d'ailleurs, il a fait une double page dans La Croix, cet été. Par humour, j'avais dit sur les réseaux sociaux l'an dernier, voilà, j'ai fait des transhumances de nuit avec des éleveurs, quel icono est intéressé pour me prendre un sujet, là-dessus? 2 heures après, un iconographe de La Croix m'appelle. On prend ton sujet, on le passe dans un an en période d'actualité de transhumance. Et on a eu cette capacité, effectivement, voilà, à mettre un coup de projecteur sur ces éleveurs qu'on ne connaît pas, en fait. On fantasme beaucoup le monde de la transhumance, on fantasme le monde de la montagne, mais on ne connaît pas leur quotidien. On imagine souvent qu'ils déposent leurs animaux avec un camion à quelques centaines de mètres des cabanes. C'est pas le cas. Beaucoup de ces cabanes sont situées encore à plusieurs heures de marche à pied. Et c'est là-dessus que j'ai voulu aller. Toujours dans cette humilité, cette simplicité du monde paysan que j'aime bien effectivement montrer, sur lequel j'aime mettre un coup de projecteur. Oui, en effet, qui est difficile à approcher quand, on habite à 600 kilomètres, qu'on est pressé par le temps et par des impératifs de production et qu'on vient, passer 24 heures avant de repartir. C'est des sujets qu'on peut pas traiter en effet quand la montre joue, Et contre en tant nous. que photographe, on peut pas se permettre. Oui. Aujourd'hui, en tant que photojournaliste, on peut pas se permettre, ça c'est mon approche, de me dire, voilà, je vais faire un sujet sur un berger, je vais faire un sujet sur, quelque métier que ce soit, en restant 1 heure avec la personne. C'est nous imposer, c'est quelque part lui imposer, lui diriger quelque chose sans lui laisser le temps. On a besoin de s'apprivoiser. Lui, il a besoin de me connaître, moi j'ai besoin de le connaître. Pour la petite anecdote, cet été, j'ai accompagné un autre éleveur, un berger.
une partie du matériel pesait lourd, je lui ai proposé de prendre peut-être 20 kilos de matériel en plus sur mon sac à dos. Mais c'est normal, pendant 2 jours, ils me donnaient du temps, pendant 2 jours et 2 nuits, j'étais avec eux, je mangeais avec eux, je vivais avec eux et il faut qu'il y ait cette approche, il faut qu'on soit effectivement dans cette capacité. Ce serait valable avec des ouvriers, ce serait valable, sur un front, syndical, sur un front de contestation, c'est la même chose. On ne peut pas se permettre de débarquer en tant que journaliste, de rester et de repartir comme si rien ne s'était passé. Oui, parce qu'on parle du territoire géographique, mais la photographie, ça touche énormément aussi au territoire intime et c'est peut-être ce temps qui est nécessaire pour, justement, pouvoir accéder à ce territoire intime que, on traduit en images quand on est photographe? Oui, on est sur de l'intime, quel que soit le sujet, que ce soit aller au fin fond du Bénin ou à Paris à suivre, les mouvements contestataires, on est effectivement sur de l'intime. À un moment ou l'autre, notre image est là effectivement pour documenter, pour informer, mais on est sur un temps de présence avec les autres. Alors, on le disait en introduction, hein, vos sujets de prédilection sont très variés. Ils vont de la ruralité, de l'agriculture, les terroirs, à la religion, à la marche à pied, ainsi que, bah, voilà, les grandes villes, européennes du sud, dont, Saint-Sébastien et Lisbonne. Ce qui frappe donc au premier abord, on l'a bien compris, hein, Laurent Ferrière, c'est la multiplicité des sujets que vous abordez et ce qui fait le lien entre tous vos travaux, vous le disiez, c'est l'humain. Mais, qu'en est-il de la photographie culinaire? Comment êtes-vous passé du coup de l'assiette à la ferme? Et bah, la photo culinaire, elle y trouve la même origine. Heu, qui dit culinaire dit un produit, qui dit un produit dit derrière un producteur, dit un paysan. Et moi, j'ai trouvé toujours ça important, effectivement, de voir quelle était la traçabilité de ces produits jusqu'à nos assiettes. Il y a une esthétique de la photo culinaire. On se fait plaisir quand on va photographier un produit pour le valoriser, hem, pour le rendre, on va dire, goûteux, lui donner envie de le manger. Mais ce produit, il a une histoire et cette histoire, elle est la même. À un moment, il y a rien à la terre jusqu'à l'assiette. Moi, je suis né dans un monde rural, je suis né dans un monde effectivement de ma grand-mère qui tuait les poules, les lapins, je suis né là-dedans. Le lien, il est le même. Quand le lapin était tué, qui passait effectivement jusqu'à sa terrine, l'histoire était la même. Et je crois qu'on véhicule tous, que ce soit en culinaire ou d'autres sujets, effectivement, dans notre histoire personnelle, on véhicule des odeurs, on véhicule des images, on véhicule des sensations, des textures. Et la photo culinaire, elle est du même ordre. À moins d'imaginer une photo culinaire, qui serait moléculaire, qui serait, aseptisée, on sait que derrière, il y a une histoire. On sait que nos produits savent d'où ils viennent et c'est ça qui m'intéresse. En photo culinaire, moi, je vais effectivement surtout m'intéresser à des produits locaux, des produits de terroir, parce qu'ils sont notre essence, ils sont notre quotidien. Alors ça, on le sent bien, hein, quand vous nous racontez, votre manière de faire de la photographie, cet attachement à la ruralité, à la défense du monde paysan. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement défendre? Qu'est-ce que tout cela représente pour vous? C'est même pas une défense, c'est un acquis, c'est quelque chose de permanent chez moi parce que j'en viens. Et au-delà de la défense, j'ai pas envie de parler de défense, j'ai au contraire envie de parler de façon positive, qu'on ait des coups de projecteur sur cette ruralité qu'on méconnaît. Il y a 10 ans, personne n'était encore en capacité de parler du suicide dans le monde paysan, de la détresse du monde rural, parce que c'est aussi un monde qui souffre, qui va mal. On estime qu'un paysan se suicide en moyenne tous les 2 jours chez nous en France. On estime qu'à peu près 30 de la profession agricole vit avec moins de 300 € par mois. Et faute effectivement de pouvoir communiquer, de pouvoir montrer la réalité, si une fois par an, pendant 3 4 jours, on va parler de la détresse du monde paysan, du suicide dans le monde paysan et va s'arrêter là. Je crois qu'on a cette capacité toute l'année à montrer comment va ce monde, comment va la ruralité, mais pas seulement les paysans. Ce sont les services publics en milieu rural, ce sont les petits maires qui doivent se démerder avec des bouts de ficelle pour faire vivre leur commune, pour maintenir une école. C'est tout cela et pour moi, c'est pas seulement une notion de défense, c'est de l'essentiel. Il faut qu'on monte ce monde-là, il faut qu'on s'intéresse au monde rural, ce qui m'empêche pas d'aimer les villes, ce qui m'empêche pas, par passion, d'aller à Lisbonne, d'aller à Saint-Sébastien et cetera. Mais ce monde rural, il est passionnant, il est trop méconnu. C'est le travail que vous aviez fait aussi auprès des vignerons d'ailleurs, pour mettre en avant la beauté de leur travail? Oui, alors ça allait au-delà, c'était des portraits au-delà du travail de la vigne.
des portraits d'hommes et de femmes, notamment en Jurançon, qui travaillent la vigne chaque jour, des gens qui sont attachants. Il faut savoir que le vignoble de Jurançon est en moyenne en 25 à 30 en agriculture bio, d'eux-mêmes, et ne le revendiquent même pas. Et donc, on a des gens qui travaillent sur des petites surfaces, quelquefois de quelques hectares, et qui ont à nouveau qui ont du temps, avec qui on peut discuter, avec lesquels on ne va pas par des machines passées dans les vignes, puisque tout se fait encore à la main. Donc, on a effectivement toujours cette capacité à laisser tomber la montre et être dans le temps qui s'arrête, dans le temps qui peut se poser, et accepter à nouveau effectivement que je sois là en tant que photographe. Alors après, au niveau des impératifs de coût, de survie, qu'est-ce que ça implique pour vous de pouvoir, voilà, vous investir sur des durées aussi longues? Est-ce que c'est aussi une des raisons qui vous amène à multiplier les types d'activités? C'est alors par rapport à ce monde rural, c'est du travail sur le temps. C'est le réseau, c'est des gens que je vois au quotidien, que je rencontre, que je croise, que ce soit des éleveurs de vaches béarnaises, que ce soit des gens que je croise au bistrot le matin. Des gens, voilà, que je vais voir toute l'année. Je suis bientôt un vétérinaire là qui travaille pas mal sur les fermes. Voilà, on va dire que c'est un travail permanent, un travail récurrent que j'arrive à mettre en avant. J'ai aussi vendu des séries à la presse sur ce monde-là. Et à côté, effectivement, j'aime le travail d'information, j'aime le travail documentaire. Je maintiens et je souhaite maintenir, pas m'enfermer dans une niche, le travail d'information plus classique sur une région, et qui va aller effectivement de la question du Pays basque aujourd'hui, avec ce qui se prépare sur les artisans de la paix à Paris dans quelques semaines, jusqu'à une conférence des évêques à Lourdes, en pleine question d'actualité sur la pédophilie. Alors moi, j'ai découvert votre travail, Laurent, il y a 3 ans maintenant, dans le cadre d'une exposition lors du festival Les Festifs d'Asquin, les chemins de la photographie, Mmh. où vous participez chaque année maintenant. Pouvez-vous nous raconter un peu les raisons de votre participation et de cette fidélité à cet événement? On a un peu le Asquin, on a un petit peu la même topologie, c'est que ce sont des gens qui s'investissent sur leur territoire. Ce sont 2 individus, Raphaël et Patrick, qui sont investis à Asquin, qui ont développé un travail autour de l'éducation à l'image avec les écoles, qui ont développé donc ce festival qui groupe aussi bien des expos dans les lieux qu'en extérieur. Et c'est ça qui m'a plu chez eux, c'est que ce sont des gens qui cherchent à développer leur territoire, à y faire des choses, et qui sont des vrais passionnés de la photo. Alors j'en profite pour saluer très chaleureusement, en effet, Patrick Ondicola et Raphaël Coépé-François et tous les membres de l'association Zilarga, qui font vivre ce festival avec passion chaque année et qui nous avaient fait la joie de nous accueillir tous les 2 lors de Mmh. l'édition 2016. Alors lors de la première édition des Chemins de la photographie, vous exposiez une image extrêmement troublante nommée «Les traces des lieux», montrant une Mmh. baignoire jaune contre un mur à la peinture jaune écaillée dans ce qu'on imagine être une maison d'enfance que l'on comprend abandonnée ou au moins fermée depuis longtemps. Ça, c'est un des leitmotifs, de votre photographie, Laurent, le temps qui passe et au-delà même, la question de la mémoire et d'une mémoire collective. Alors, cela peut paraître assez commun pour bien des photographes, mais est-ce que vous pouvez nous en expliquer vos raisons à vous? Oui, alors en fait, c'est un travail qui est démarré de façon tout à fait personnelle. En août 2009, j'ai perdu mon père, en Normandie, et quand je suis arrivé sur place, donc je suis passé voir, mon père au funérailles. L'air de rien, je me suis mis à tout photographier. Les légumes qui venaient d'être cueillis, la veille dans le jardin, que lui avait cueillis, et pendant 3 ans, le temps de vider la maison, je me suis réapproprié totalement les lieux. J'ai tout refotographié. J'ai refotographié ma chambre d'enfant, j'ai refotographié la cave, j'ai photographié son atelier, j'ai photographié le sapin qui avait grandi dans la cour, j'ai photographié tout ce qui m'avait forgé en tant que gamin, en tant qu'adolescent, et en fait qu'on oublie toujours dans une maison. Souvent dans nos maisons d'enfance, dans nos maisons de famille, dans nos résidences secondaires, il y a des objets qui n'ont pas bougé depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. On passe à côté, on les oublie souvent. On oublie souvent que l'arbre qui était dans la cour, bon, quand on était, minot, il faisait peut-être, 1 mètre, 1,50 m de hauteur, et aujourd'hui il en fait 10 ou 15, et pourtant on a joué dessous, on s'est amusé, on a meurtri cet arbre. C'est nos chambres, c'est effectivement nos 1 batailles d'oreillers entre cousins. Voilà, on a des lieux comme ça. Alors je ne vais pas classer ça dans l'urbex. On a besoin, mais c'est se réapproprier nos histoires. Ça peut être l'histoire aussi d'un artisan qui va fermer son atelier, ses outils vont rester en place.
mais il appartient à la mémoire collective. C'est un peu ce temps entre vie et mort, et j'ai eu besoin de ça, et c'est un travail permanent sur effectivement, ce que j'ai appelé la trace des lieux, pour ma propre histoire personnelle et pour me dire: «Effectivement, il y a tant à écrire sur nos maisons». Je suis sûr parmi les auditeurs, beaucoup ont des maisons de famille, ont des appartements de famille. Les papiers peints n'ont pas changé depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans. Et si demain la maison doit être fermée, si elle doit être abandonnée, si elle doit passer à quelqu'un d'autre, si elle doit être démolie, si elle doit être reconstruite, on se rend compte qu'on n'a pas gardé cette mémoire-là. Alors que cette mémoire, elle est individuelle et elle est collective. Et elle nous fabrique, elle nous conçoit, et je dis toujours de l'enfance à la mort, et souvent on l'oublie. C'est le crucifix dans la chambre de la grand-mère, c'est le papier peint qui a pas changé depuis 30 ans, c'est notre chambre de gamin qui a peut-être pas vraiment bougé depuis 15-20 ans parce que nos parents nous ont laissé partir, ils n'ont jamais pensé à transformer notre chambre. Donc c'est un petit peu, voilà, notre histoire personnelle. Et en même temps qui touche à l'universel, puisque comme vous le disiez, hein, on a tous, et toutes des souvenirs comme ça d'une maison de famille, d'une maison de grands-parents, ou même de lieux de notre enfance, qui subissent le temps qui passe comme nous. Puisque nous Voilà. en sommes sur les chemins, vous avez écrit un livre sur la marche à pied également, comme vous le disiez, qui est une de vos passions. Sur quel chemin de randonnée avez-vous emmené vos lecteurs dans cet ouvrage? Alors j'en ai même écrit plusieurs. Alors j'ai écrit des petits livres de balades pour enfants, qui s'appellent Les Sentiers d'Émilie. C'était une collection qu'il y avait chez Rando Éditions. Il y avait les Sentiers d'Émilie en pays cathare, il y avait les Sentiers d'Émilie dans la Manche, ce qui est une partie de mes origines familiales. Donc c'est des petits bouquins qu'on trouve peut-être encore en librairie. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur des hors-séries de Compostelle. Compostelle est un thème qui me passionne, hein. Je ne suis pas spécialement croyant, mais qu'est-ce qui fait que pendant 20 jours, 30 jours, 40 jours, 50 jours, quelqu'un est capable de se mettre en marche? Quelqu'un est parti de se mettre en marche vers un lieu qui est mythique, qui est peut-être à la mode, qui est Compostelle, mais ça pourrait être le chemin de Stevenson, ça pourrait être, à travers un désert. Qu'est-ce qui fait qu'on va accepter pendant, ces semaines de couper, de plus être chez soi, de dormir dans un lieu différent chaque jour, d'être dans un rythme qui va être complètement différent, de se reconnecter peut-être à la nature ou aux humains, donc c'est un petit peu ça qui me passionne. J'ai travaillé longtemps pour un magazine qui s'appelait La Marche, où je faisais beaucoup de hors-séries, de dossiers spéciaux. La marche à pied, je la pratique de façon permanente, quasi quotidienne, et voilà, c'est aussi ça, c'est de se dire à travers la marche à pied, j'ai voulu écrire et photographier avec toujours cette notion de lenteur, d'appropriation, peut-être de lieux nouveaux et de surprise, parce que le chemin, on ne sait jamais où il nous emmène. Moi, je conseille toujours à tout le monde de lire 2 ouvrages d'un philosophe mort il y a quelques années, qui s'appelle Pierre Sanson, qui avait écrit Du bon usage de la lenteur et aussi Chemin au vent. Il avait été aussi un des premiers avant Bourdieu à écrire des essais sur les gens de peu. Et voilà, on est effectivement sur cette notion de lenteur, de refus peut-être effectivement pas d'une certaine modernité, mais de courir, d'être dans un stress permanent qui en fait nous apporte pas grand-chose. Alors on va se tourner de nouveau du côté de nos écrans, pour la deuxième image, le deuxième focus. Laurent, moi j'ai choisi pour ma part de présenter à nos auditeurs cette image, du pèlerinage aux Saintes-Maries de la Mer. Racontez-nous le contexte de ce reportage et comment vous avez vécu cet instant? Alors cet instant, bah, je l'ai bien vécu. Je m'intéresse à la religion depuis quelques années, hein. Je suis, sur une grande période de l'année à Lourdes, tous les 15 jours, et Lourdes, c'est très organisé, c'est conférence des évêques, c'est de sont des protocoles et cetera, et chez les gens du voyage, on sait qu'il y a aujourd'hui 2 types de choses. Il y a les évangélistes, vie et lumière, on en parle tous. Ce sont ces gens du voyage qui vont s'installer souvent le temps d'un moment sur un stade, quelquefois de façon illégale, sur un camping, et cetera, posant des problèmes. Et il y a les gens du voyage catholique, qu'on méconnaît souvent, qui est pourtant un évêque, qui ont pourtant, un curé passionnant du côté de Nantes, si un jour vous pouvez l'interviewer, Christophe Souvé. On a une communauté effectivement manouche, catholique, qui se retrouve effectivement à Lourdes, mais qui se trouve aussi effectivement, c'est Sainte-Marie de la Mer, et moi je voulais tout pour y aller. Alors pour la petite histoire, il y avait aussi Patrick et Raphaël, d'Asquin qui étaient sur place, en même temps. Je voulais comprendre cette ferveur. Les Saintes Maries de la Mer, il faut imaginer effectivement des milliers de gens du voyage, qui sont dans la ferveur religieuse autour de 2 saintes, hein, notamment Sainte Sarah, Sarah la Noire, et qui vont jusqu'à la baigner dans la Méditerranée. Et
Quand la nuit vient, quand le soir tombe, bah, c'est la musique. C'est la musique sur les places, c'est du jazz, jazzigan, c'est un peu de tout. J'avais besoin de comprendre cette ferveur. Qu'est-ce qui fait que derrière une communauté qui est relativement méconnue, bah, effectivement, les gens du voyage, ce sont, dans l'imaginaire collectif, encore les voleurs de poules, ce sont des gens qui vont vous dépouiller de votre voiture, alors qu'on oublie souvent qu'à quelques centaines de mètres de chez soi, il y a souvent des gens du voyage qui se sont sédentarisés, mais qui a pris le temps d'aller les rencontrer, qui a pris le temps d'aller discuter avec eux. Et je trouve à travers effectivement cette approche de leur croyance, hein, de l'Église catholique, il y avait pour moi quelque chose à voir, à creuser et que je vais continuer à explorer de toute façon. Donc voilà, c'est un petit peu cette ferveur que je voulais découvrir pendant 2 3 jours. Je retournerai au Sainte-Marie encore l'année prochaine. Je les ai retrouvés à Lourdes, au mois d'août. Donc toujours les mêmes gens du voyage, j'ai retrouvé pratiquement les mêmes, le même prêtre de Nantes, le même évêque, il y a l'évêque de Lozère, l'évêque de Mende a une charte pour les gens du voyage. Donc j'avais besoin effectivement de voir tout ça sur des communautés qu'on méconnaît et souvent effectivement on fait la confusion entre, la partie évangéliste, une ville lumière qui est impressionnante, vous voyez ces centaines de caravanes s'installer le temps d'un été sur un terrain de foot ou autre et cette communauté des gens du voyage catholique, quelques dizaines de milliers de personnes qui est beaucoup plus discrète et pourtant très présente. Alors c'est un travail qui entre en résonance avec un autre que vous faites également, au à Lourdes, hein, dont vous parliez, à 2 pas de chez vous cette fois, lors des différents événements qui peuvent avoir lieu. Comment est-ce que vous avez été amenés à travailler donc sur ces différents sujets? Sur le sujet de la foi, de la ferveur, de la religion? Bah, la religion, la ferveur, elle questionne. On a beau, ne pas être croyant, on a beau, je vais me dire agnostique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en religion, mais comme en politique, comme ailleurs, on se tourne effectivement vers une croyance supposée? Ça peut être un support moral, ça peut être parce que de toute façon, dans la famille, c'est comme ça depuis toujours. Ce sont des lieux de vie, donc ça m'intéressait de voir ça. Lourdes, j'y vais régulièrement, c'est une ville qui me passionne, qui va faire fuir beaucoup de vos éditeurs. Pour donner un chiffre, Lourdes, c'est 120 boutiques qui vendent des objets religieux. C'est la deuxième ville de France en nombre de chambres d'hôtel, donc c'est absolument affolant. On était des dizaines de milliers de personnes chaque soir aux cérémonies. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que des centaines de milliers de personnes viennent à Lourdes? Qu'est-ce qui fait qu'on vient du monde entier pour les miracles, supposés ou pas, de Bernadette Soubirous? Qu'est-ce qui fait qu'on vient se recueillir dans une grotte? Qu'est-ce qui fait qu'on vient se baigner dans le baignoire d'eau de Lourdes? Qu'est-ce qui fait qu'on repart, par le train avec, des jerrycans pleins d'eau de Lourdes et des familles qui viennent d'Afrique, qui viennent du Brésil, qui viennent, d'Europe de l'Est, qui viennent de partout? Qu'est-ce qui fait que sur une petite ville de Bigorre au pied des Pyrénées, on est aujourd'hui une telle ferveur? D'avril à novembre. Après, de décembre à février, le contexte est différent. On a une ville quasiment morte où presque tout est fermé et il reste encore que, bah, quelques ombres, quelques religieuses qui passent encore dans la rue. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que les gens viennent là? Et en photo, c'est ça qui m'intéressait parce que j'ai trouvé toutes les communautés. C'est des pèlerinages de militaires, ce sont des pèlerinages d'élus, ce sont les pèlerinages des gens du voyage, ce sont les pèlerinages des gardiens. Il faut les voir arriver avec une centaine de chevaux depuis la Camargue. Ils sont là. Des gens de gauche comme des gens de droite, hein. J'ai rencontré des socialistes, j'ai rencontré des Christine Boutin, j'ai rencontré un tout type de personnes, des plus humbles aux plus bourgeois et ils sont tous là ensemble. Donc malgré tout, ça pose question. Au-delà de ce qu'est notre église peut-être, du Vatican, il y a aujourd'hui une ferveur qui est là et qui est une ferveur qui est simple et en tant que photographe, moi, il y a de façon, très régulière, ça nous passionne. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va rester à genoux en prière pendant 2 heures? Qu'est-ce qui va expliquer que quelqu'un peut se faire mal à monter un chemin de croix, à genoux, sur un sol qui est plutôt rugueux? Qu'est-ce qui fait que des gitans vont venir de toute la France, aussi en plusieurs gens en pèlerinage? Donc tout ça, ça questionne. Et après qu'on ait effectivement comme le chemin de Compostelle, hein, la plupart qui le font ne sont pas croyants, mais ils vont le faire parce qu'ils savent de toute façon il va se passer quelque chose pour eux au niveau humain, au niveau spirituel et je pense bien au-delà des questions de Dieu et de théologie.
Oui, c'est un mystère à percer et sur lequel vous n'avez pas fini de travailler, donc si je comprends bien. C'est de l'humain, voilà, c'est de C'est l'humain. ça. C'est ça, c'est ça. Pour en revenir un petit peu à votre travail, donc votre travail est diffusé avec le studio Hans Lucas. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas comment fonctionne le travail d'être photographe, est-ce que vous pouvez nous raconter au quotidien comment ça se passe le travail avec un studio? Alors, en ce cas, déjà, c'est un modèle très particulier, hein, dans le paysage, des agences photo qu'on connaît tous, l'AFP ou des collectifs comme Tendance Look Me Up et tout. En ce cas, il faut imaginer que c'est plusieurs centaines de photographes à travers le monde, je le dis bien à travers le monde, et différents types d'écriture. On a des vidéastes, on a des journalistes, on a des plasticiens. Hans Lucas nous sert avant tout de diffuseur, effectivement, vers la presse, vers des lieux à exposer, vers des réponses à des appels d'offres. Et c'est aussi une structure d'échange entre nous. On met en place des outils qui n'existent pas ailleurs, effectivement, notre travail photo. Donc chaque jour, au quotidien, soit sur de l'actualité, ça va être les confrères, les consoeurs qui vont aller suivre les manifs en ce moment, d'autres qui vont être sur des sujets commentaires, documentaires, et ben on présente nos photos à la presse, soit par des serveurs, soit par des projets. On a mis en place des outils que vous pouvez retrouver sur Facebook, comme le Live by AHL. Donc, ils présentent tous les jours des séries produites par des photographes dans ce cas. On propose aussi régulièrement différentes diffusions. On était à Arles cet été pendant une semaine, on était à Perpignan. Voilà, c'est une mise en commun de tous nos savoir-faire en tant que photographe, avec cette capacité de proposer, d'innover sur des choses tout le temps nouvelles dans les modes de diffusion. Le photojournalisme hier, qu'on a connu chez Gamma dans les grandes agences avec les planches, d'hectares, malheureusement, il est en partie fini. Aujourd'hui, il faut repenser constamment nos modes de diffusion. Les réseaux sociaux, il faut être très clair, les iconographes commandent des sujets aux photographes qu'ils ont vus sur Facebook, sur Instagram. Il faut aujourd'hui saisir toutes ces capacités qu'on a à présenter notre travail, et en ce cas, c'est ça qui est formidable. On a aussi bien de jeunes photographes, qui ont la vingtaine d'années, que des plus anciens comme moi, comme Yann Morvan, que certains se rappellent, qui avait beaucoup travaillé bar des années 70. Les blousons noirs? Voilà, on a effectivement en ce cas, c'est tout ça, et on a nos groupes de discussion, on a nos groupes de travail entre nous. On réfléchit constamment, on s'engueule quelquefois aussi, on se fait du bien, et on propose toujours quelque chose de nouveau, et c'est vrai qu'en ce cas est complètement atypique dans le paysage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ouvrez Libé aujourd'hui, par exemple, le portrait de la dernière de couve, c'est Hans Lucas. Vous allez à l'intérieur, vous allez trouver d'autres photos, effectivement, avec des photographes d'Hans Lucas. On a eu cette particularité dans le paysage photographique français, d'innover, et on va pas s'arrêter là. Au partir de la rentrée 2018, vous aurez des surprises en kiosque, Hans Lucas. Il y a des choses nouvelles. Le site internet d'Hans Lucas va être retoiletté déjà la semaine prochaine. On va innover, on va proposer des choses nouvelles. Donc voilà, c'est un outil permanent. C'est pas une agence puisqu'on travaille en direct avec les journaux. On est payé en direct par les journaux. La structure ne prend pas de pourcentage, mais voilà, on propose un modèle différent, et ce qui est intéressant dans toutes les écritures. Alors, oui, en effet, c'est vraiment un modèle alternatif, hein, qu'ont voulu, Wilfried Estève, Virginie Terrasse en créant, Hans Lucas. Après ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand on regarde de l'extérieur, on voit que, ça fait très grande famille. À chaque nouveau photographe qui annonce son entrée, on voit des salutations, par les confrères à gros coups d'accolades virtuelles dans le dos sur les réseaux sociaux. Au quotidien, du coup, quelle place occupe la collaboration avec, d'autres photographes, et avec le studio, du coup, dans votre travail? C'est un échange permanent. En plus, en ce cas, il faudrait développer un petit peu, a aussi mis en place le diplôme universitaire de photojournalisme, écriture documentaire de Carcassonne. J'allais y venir, où vous animez, Voilà, des sur lequel masterclass, c'est j'interviens. ça? Mais voilà, en ce cas fait partie aussi des moteurs, en fait, de ce diplôme universitaire. Que ce soit moi ou tous les jeunes photographes, notamment des jeunes photographes aussi qui arrivent à l'institut, on est dans une relation d'aide, de conseil, permanente. Heu, Tel photographe va se dire: «Bah, voilà, j'ai été contacté pour un projet en corporate, je ne sais pas trop combien demander, c'est un projet particulier». Entre nous, on a des outils de travail, on a des outils d'échange qui vont permettre de questionner la collectivité. Ça va être un autre photographe qui aura besoin d'un matériel précis qu'il n'a pas ou qu'il a plus, voir si quelqu'un peut lui prêter. Ça va être: «Je recherche le contact de tel iconographe dans tel magazine, est-ce que vous l'avez?» On a ce travail quotidien permanent entre nous de réflexion,
et au-delà aussi de propositions de sujets. Heu, on est quelques-uns à peut-être des fois pointer du doigt: «Attention, là, il y a tel sujet qui va sortir dans l'actu, ce serait bien si des gens travaillent dessus». Voilà, on a effectivement cette communauté comme fonctionnait avant les agences. Effectivement, une grande famille quelque part, une famille où on s'aime et on s'engueule, où on se fait des bisous et on va aussi avoir nos désaccords. En ce cas, c'est ça. C'est un petit peu ce melting pot de photographes de tout horizon venu et surtout implantés dans toutes les régions de France. Oui, C'est une donc on force. revient sur la notion de territorialité, en effet Voilà. et de réseau, ça fait très, réseau collaboratif et en effet implanté un petit peu partout. Pour en revenir, au DU, photographie documentaire et écriture numérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos auditeurs en quoi cela consiste exactement? Parce que je trouve que ça illustre bien justement l'esprit, Hans Lucas et toutes Alors les c'est un diplôme universitaire en formation continue, hein, qui se déroule sur un peu moins d'une année avec des stages. Alors il est co-organisé effectivement Hans Lucas à l'origine et le Graphe, une structure à Carcassonne, une structure d'éducation à l'image, de travail sur la photo avec l'université de Perpignan. On est amené effectivement à avoir ces étudiants qui vont de 18 à 45 ans. On a tous les profils, d'étudiants à travailler tout au long de l'année sur des projets de web documentaires, de diaporamas sonores. On les met en réalité directe. Ils vont même faire des stages avec l'armée pour, évidemment, en cas de conflit, même aujourd'hui sur une zone, on va dire, de guérilla urbaine, comment ils sont comportés d'un point de vue sécuritaire, comment ils vont se mettre en sécurité, comment ils vont pouvoir sécuriser un photographe qui a été blessé. On veut effectivement leur apporter ça. C'est une formation complètement atypique et unique en France, voire en Europe, où on les amène effectivement à être sur la réalité du terrain. Et après, ils vont tous partir en stage dans des quotidiens nationaux, dans des agences, et on les fait produire des web docs. Donc certains sont passionnants. Moi, je conseille de regarder certains de ces web documentaires, notamment sur les mines d'or de Salsigne, sur la question des gitans près dans l'Aude qui sont installés près d'un réseau de très haute tension, un réseau électrique de très haute tension et les problèmes de santé que ça conduit. Sur les jeunes recrues dans l'armée, on les amène effectivement à produire du sujet documentaire, relativement complet, sous la forme de webdoc, sous la forme de petits objets multimédia. Voilà, et c'est vraiment une formation sur le photojournalisme qui en soi dénote un petit peu, parce ils n'ont pas vocation qu'à travailler pour la presse papier, mais aussi proposer des sujets multimédia. Oui, avec des formes documentaires qui sont complètement, novatrices et alors qui commencent à voilà, qui ont émergé il y a quelques années maintenant, mais qu'on ne voit pas encore partout et qui sont vraiment intéressantes. Il y aura le lien, hein, de la page Vimeo, en tout cas en description sous la vidéo pour, les auditeurs qui seraient, intéressés pour aller y jeter un coup d'œil. En effet, c'est passionnant. Et particularité, c'est pour une formation universitaire, généralement nos formations universitaires, on a tous dans l'esprit, beaucoup de théories, beaucoup de profs d'université qui interviennent. La plupart des intervenants sont tous photographes professionnels, sont tous journalistes. On a une formation qui est, mise en œuvre avec des professionnels, que ce soit Ulrich Leboeuf, que ce soit Virginie Terrasse, que ce soit Wilfried Estève, que ce soit moi. On est tous effectivement prise quotidienne, permanente avec nos métiers dans le photojournalisme et l'actualité. Si je ne me trompe pas, Laurent, vous avez également été membre du bureau national du SNJ et administrateur de l'UPP. Comment avez-vous été amené à assumer ces fonctions et pourquoi? Militantisme, militantisme de l'information, donc près de 9 ans au bureau national. Le souhait effectivement que sur nos métiers, on puisse, voir ce qui se passe dans les rédactions, qu'on puisse voir la situation des pigistes aujourd'hui, mais aussi participer à l'évolution de notre métier je sais que les lecteurs, on connaissent tous l'Acrimed, Action Critique Média, avec Henri Malher, Patrick Champagne et tout. Quand il y a eu les événements sociaux de 2005, 95 même, tout le monde était dans la rue, se dire: «Mais où est l'information sociale dans les journaux?» Et peu de temps après, à travers le monde diplomatique, à travers différents événements, le SNJ a participé à la mise en place d'Action Critique Média, parce qu'on estimait que c'était notre rôle en tant que syndicat de journalistes, d'effectivement, c'est au cœur de ce qui fait pour l'information, de regretter que des rédactions aujourd'hui, suppriment le nombre de postes de journalistes, parce qu'il en va de la qualité de l'information, de l'éthique de notre métier, de la déontologie.
C'est avant tout un métier professionnel. On peut faire effectivement des médias, militants, des médias, bénévoles, des médias passionnés, mais les rédactions ont aussi besoin de professionnels. Et ces années de militance au SNJ, c'était là-dessus. Et à l'UPP, chez les photographes, bah, c'était la même chose, c'était la volonté. Aujourd'hui, nos métiers, ils évoluent de façon constante et moi, c'est ce qui me passionne au quotidien. Les gens qui me suivent par Facebook, hein, c'est public tout ce que je mets. J'ai besoin de partager régulièrement des choses sur nos métiers de l'information, sur nos métiers de la photographie, de faire une espèce de veille permanente. Nos métiers, ils évoluent de façon permanente. Je vois des confrères, aussi connus qu'Éric Bouvet et tout, aujourd'hui se retrouvent face à des jeunes photographes qui ont des outils, qui travaillent différemment et sont déstabilisés. On a aujourd'hui bon nombre de photographes qui sont un peu déstabilisés par l'évolution en quelques années qui n'est pas que technologique, mais simplement d'une évolution de la diffusion de l'information. Une évolution des pratiques et du rapport à la profession aussi. On le voit, hein, c'est vrai que quand on vous suit régulièrement, on voit à quel point la transmission également est un axe essentiel de votre travail. Du coup, quels sont les sujets, les compétences et les valeurs que vous avez vraiment envie de transmettre à cette nouvelle génération de photographes, comme vous avez pu le faire en militance au sein du SNJ ou de l'UPP? L'humilité, la compétence, des étudiants, bouffez-vous de la culture visuelle, bouffez-vous de la culture de l'information. On voit constamment, effectivement, on voit chaque jour des millions de photos sur les réseaux sociaux, et cetera, mais souvent des gens qui n'ont pas de culture visuelle, qui ne prennent pas le temps d'aller voir une expo, qui ne prennent pas le temps d'ouvrir, aller aussi bien un titre de la presse photo spécialisée comme Polka, que d'ouvrir Marie-Claire, où il y a de très bons sujets dans Marie-Claire sur des questions aussi difficiles que la prostitution enfantine, que tout un tas d'autres sujets. D'avoir une culture visuelle, une culture de l'information, permanente. C'est important dans nos métiers. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'exercer en tant que journaliste, en tant que photojournaliste, sans avoir cette culture permanente. Donc c'est ça, c'est de l'humilité, c'est du partage, c'est de la connaissance. Il n'y a pas de règle établie en photo, chacun va travailler, effectivement en argentique, en numérique, une photo floue, un peu bancale ne va pas me déranger. On n'est pas sur une école de la rigueur. On est sur, voilà, on est sur de l'information, on est sur du coup de cœur. Si c'est de la photo d'art, bah, on aime ou on n'aime pas avant tout. On fonctionne avec nos tripes et moi, c'est ça que j'ai envie qu'on partage et qu'on dise aujourd'hui aussi, ce sont des métiers, ce sont des vrais métiers. Souvent, je le rappelle et je le dis aussi ce soir, constamment, effectivement, on doit se battre avec les questions de vol d'images, on doit se battre constamment avec le droit d'auteur, avec notre métier qui est celui-là. Notre métier, effectivement, c'est ce qu'on produit tous les jours, que ce soit en photo, en son, en écrit et tout ça, il faut le valoriser, il faut en être fier et c'est peut-être ce qui nous manque dans notre métier certains jours, c'est une fierté bien placée, une fierté humble et d'être fier de ce qu'on fait ou dans notre, quotidien, comme dans d'autres métiers. Oui, on voit des initiatives, hein, qui se développent autour de la défense des droits d'auteur, comme la brigade de défense des droits d'auteur, Mmh. qui est, assez active et qui sert de support à beaucoup de journalistes, hein, pour, arriver à se débrouiller en cas de vol d'images, Mmh. qui sont malheureusement, légion. Oui et puis on a la chance d'avoir des gens qui sont penchés. Je pense qu'on a une avocate qui vit au Pays Basque que tout le monde connaît, hein, Joëlle Verbrugge. Vers Bruges, oui. Qui est aujourd'hui l'avocate belge au barreau de Bayonne, spécialiste du droit de la photo. On a des gens qui, depuis quelques années, effectivement, se sont penchés sur nos métiers. On n'est pas toujours écouté, hein, côté ministère et tout, mais pour nous, la meilleure façon de positiver, d'avancer, je ne vais pas dire la meilleure des armes, mais c'est de montrer ce qu'on fait, au quotidien et être fier de ce qu'on fait et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a toujours cette capacité à vivre de nos métiers de photographe, de différentes façons. Surtout pas être blasé, parce qu'effectivement, en étant blasé, bah, c'est là qu'effectivement, tout d'un coup, on va se retrouver au fond d'un couloir à ne plus produire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors après, c'est un métier qui est passionnant justement parce qu'aussi il y a énormément de débats en son sein et cette année, comme chaque année quasiment, a été émaillée par, son scandale autour du prix WordPress et au Mmh. sujet de la retouche en photojournalisme. Alors si cette pratique est évidemment incompatible avec les valeurs éthiques de la profession, j'ai l'impression qu'elle a quand même un peu elle a été un peu occultée par un autre débat qui n'en est pas moins intéressant et qui est celui de la place de l'écriture
artistique dans le photojournalisme. Mmh. Je pense notamment à un bout de citation de Jean-François Leroy lors, du dernier Visa pour l'image, dans le cadre d'une tribune qui était dédiée aux jeunes journalistes et dans laquelle il disait, je cite: «On ne demande pas aux photojournalistes d'être des artistes, on leur demande de nous informer, pas de faire des œuvres d'art pour vendre dans les musées, mais de restituer une situation». Du coup, je voulais vous demander, Laurent, quelle était votre perception de cette opposition entre éthique journalistique et écriture artistique? Bah, on a déjà, je vais au-delà, on va avoir de 2 types de choses. On a effectivement le photojournalisme qui est l'écriture. Est-ce que le photojournaliste doit avoir une esthétique? Est-ce qu'on doit avoir une esthétique de l'information? Je vais prendre un exemple, il y a quelques jours, avec je crois des SDF. Hop, ça a coupé, Laurent, est-ce que vous pourriez reprendre juste, Oui, et il y a effectivement la question de l'esthétisme du photojournalisme, on est constamment dedans. Est-ce qu'on peut esthétiser ou pas le photojournalisme? Est-ce qu'on peut esthétiser une scène de guerre ou des SDF dans la rue? Est-ce qu'on peut esthétiser, je pense à cette affaire, j'oublie son nom, qui avait tué un ambassadeur, je crois turc de mémoire. oui, La photo est terrible parce qu'on ne sait pas si on est dans un film, ou de effectivement Tarantino, sur un fait divers qui vient de se dérouler. Donc le roi, je comprends ce qu'il a voulu dire. Après, on a tous nos désaccords ou pas avec Jean-François Leroy. Je crois qu'il y a une place pour la photo d'information, qui est la photo de guerre, qui est la photo effectivement de tous les jours, du quotidien, et cetera. Mais il y a aussi une place pour une photo esthétique, qu'on va peut-être plus se rapprocher de la photo documentaire, qu'on va peut-être plus se rapprocher, qui est un travail d'information. Mais l'esthétique va peut-être prendre plus ce pas dessus, parce qu'on va avoir plus le temps de travailler dessus. On va avoir une écriture qui va être plus poussée, sur lequel il va y avoir, plus d'editing, comme on dit, de prendre le temps effectivement de choisir nos photos. Peut-être que là, l'esthétique va voir le jour. Moi, avant tout, que la photographie d'information reste une photographie d'information, effectivement. Ce qui va compter, c'est le message qu'elle va nous délivrer. Effectivement, un môme, réfugié migrant mort sur une plage, est-ce que la photo était esthétique ou pas? Je vais dire quelque part, on s'en fout. Ce qui fait que dès le lendemain, plusieurs dirigeants politiques se sont préoccupés, c'est que cette photo, elle était là. C'est qu'il y avait un enfant qui était mort sur une plage. On n'a pas forcément cherché à esthétiser la mort. C'était la mort d'un enfant. Malheureusement, il a fallu cette image-là pour que certaines choses bougent. Donc, j'ai pas envie qu'on parle d'esthétique, j'ai envie qu'on parle de travail d'information. Après, tant mieux si une photo plaît, tant mieux si elle peut être esthétique, si elle peut répondre à certains canons, critères artistiques. Mais je crois que notre métier n'est pas là. On peut plaire, on part des images qui plaisent, on va faire attention à une lumière, à une ambiance, mais ça, c'est ma position personnelle. On n'est pas là pour esthétiser obligatoirement. oui, après c'est peut-être dans l'équilibre, des 2 et dans la rencontre de l'instant que tout se joue. Et à ce sujet, avant de conclure, j'avais envie d'inviter chacun de nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur le travail résolument exceptionnel de 2 photographes que j'apprécie énormément et que vous connaissez, qui sont Maxime Régnier et Robin Jafflin. Notamment le travail de Robin qui a remporté cette année le prix essentiel nature et environnement du Grand Prix Paris Match du photoreportage étudiant pour son reportage de père en fils. Alors, je les adore tous les 2, hein. Robin et Maxime, pour la petite histoire, ont fait partie des débuts de photojournalisme l'an dernier, Carcassonne. Robin a 18 ans, Oui. est un minot, c'est un petit peu le jeune boy scout de la bande, hein. Maxime est plus âgé, qui est à fond effectivement, lui, sur les manifs de rue, sur les groupes ultras. On a 2 individus qui s'adorent, qui sont amis et qui ont 2 approches différentes du métier. Robin, son sujet notamment sur le travail de la terre, sur ses pots, notamment je crois qu'il sert pour le cassoulet et cetera que tu évoquais. Il a une approche effectivement très belle, très esthétique, qui a fait des jolis portfolios d'ailleurs dans La Vie et autres, hein. Je lui avais conseillé de proposer son sujet à pas mal de titres. C'était prévu. Aujourd'hui, Robin est en école de journalisme, il est à Tours parce qu'il veut continuer à poursuivre son cursus. Et Maxime, bah, effectivement, on a vu ses photos paraître aussi récemment sur des voitures qui ont été brûlées lors une réunion de DRH, et cetera. Voilà. On a 2 individus, c'est pour ça que j'ai voulu les associer tous les 2, qui sont potes dans la vie et qui en même temps sont complètement, à l'opposé dans leur travail. Et en même temps qui incarnent, très bien le renouveau. Mmh. Ils ont tous les 2 des travails qui sont absolument exceptionnels, donc je vous Voilà, invite tous à aller les voir. donc 2 jeunes photographes, je le précise, hein, qui sont membres du studio Ars Luca, tous les 2. Voilà, c'est ça. Hem
Laurent, comment voyez-vous l'avenir de la profession qui semble souffrir depuis 20 ans maintenant d'un manque de reconnaissance flagrant de son travail, actif dans le droit à l'information? On en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que vous voyez l'évolution pour les 20 années à venir, du coup? Bah, moi, j'ai envie de la voir positivement. Aujourd'hui, on parle de Robin, on parle de Maxime, mais on pourrait parler de Corentin Follen, on pourrait citer plein d'autres photos qui vivent très bien de ce métier, parce qu'ils ont su effectivement s'adapter de façon permanente. Ils ont su réfléchir, ils ont su ne pas s'arrêter sur une idée préconçue, ne pas s'arrêter sur un modèle déposé. C'est un peu comme chez les artisans photographes, on voit dans les vitrines encore beaucoup de portraits avec du vignettage autour de la photo. Et on voit d'autres artisans, toute une autre génération d'artisans, qui proposent aujourd'hui du lifestyle, qui proposent, d'autres types de portraits et qui en vivent très bien. Comme dans la photo de mariage, hein, il y a aujourd'hui du photojournaliste de mariage et ce sont des gens qui en vivent très bien. Alors moi, j'ai envie de dire dans 20 ans, effectivement, technologiquement, ça va toujours évoluer. On va toujours avoir de nouveaux supports qui vont voir le jour, peut-être encore plus par le web, mais aujourd'hui, la photo web, elle a sa place. On a des quotidiens comme Les Jours, comme, Rendez-vous et cetera, qui font travailler, tous les jours des photographes. La presse papier, au mois de janvier, on est tous au courant, il y a un nouvel hebdomadaire, poussé par, 21 et 6 mois qui va voir le jour qui s'appelle Hebdo. Il y aura une grande place pour la photo accordée dedans. Donc moi, dans 20 ans, moi j'ai envie d'être positif, la photo, elle sera toujours là, on aura toujours besoin de photos. Elle va évoluer, comme toujours. Mais je pense pas qu'on soit, dans ce qu'on a connu peut-être il y a quelques années, dans un peu dans une folie à une époque du photomontage, des travaux de Julie de Barocquier, et cetera, qui n'empêchait pas, qui n'invalidait rien la qualité du travail. On aura toujours besoin de photographes, de presse, on aura toujours besoin d'informations, on aura toujours besoin de photos pour comprendre. On se bat avec les photographes au quotidien pour dire: «Attention, décrivez vos photos, dites le contenu d'une photo, qu'est-ce qui s'est passé?» Quand on ira chercher une photo sur Photolia ou une agence comme ça, on n'aura aucun descriptif de la photo. On ne sait pas ce que c'est. Un photojournaliste, il va toujours décrire la scène où il était. Il va toujours dire, que ce soit en montagne ou que ce soit à Mossoul, on saura toujours ce qui s'est passé. Et notre métier, dans 20 ans, il sera toujours là. Peut-être qu'il y aura un peu plus de drones, mais ils seront pilotés par des photographes. Peut-être qu'il y aura d'autres types de technologies, mais il y aura toujours des photographes, il y aura toujours un œil, il y aura toujours un sens critique. Et donc, moi, j'ai envie notre métier sera toujours là depuis 20 ans. Il est là depuis plus de près de 2 siècles, il sera toujours là, Il y aura toujours un humain pour raconter une histoire derrière le boîtier. toujours. Excellente transition pour la conclusion, Laurent. Moi, je voulais terminer cette émission en vous disant, Laurent, que, de manière très personnelle, votre travail tient pour moi du conte photojournalistique, à la fois extrêmement onirique et terriblement vrai. Alors pour clôturer cette entrevue et avant de nous quitter, juste une petite question humoristique, c'est l'usage dans derrière le viseur. Et en petit clin d'œil pour tous les nouveau-nés, Laurent, je voulais vous demander quel est votre conte pour enfants préféré? Conte pour enfants préféré, Oui. L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. C'est Oh, le 1er qui me vient en tête. magnifique. J'en connais un qui ça va faire très plaisir de l'entendre de la bouche de son grand-père. Voilà. Il est d'usage, dans derrière le viseur de vous laisser le mot de la fin, Laurent Ferrière. Alors une petite question sur l'émission, sur la radio, sur l'avenir en commun ou sur tout autre sujet que vous voudriez aborder avant de vous échapper et de rejoindre vos doux paysages? Eh ben, déjà merci et merci à toute l'équipe. Merci, à la radio effectivement, vous avez lancé une émission sur la photo, c'est une très bonne chose. Ce que faisait une grande radio publique, que je peux nommer, qui est Inter, par ailleurs, hein, Avec Brigitte avait Patient, en effet. une émission photo qui aujourd'hui nous manque, hein, qui était une émission du soir, nocturne. Heu, Là, vos auditeurs, ils vont sortir de chez eux, ils vont aller se boire une bière en terrasse ou alors ils vont, rester, dans leur salon, dans leur canapé, dans leur chambre. Autour d'eux, il y aura 1, 2, 3, 4, 10, 100 photos sur un magazine, dans un bouquin, sur un écran web. La photo, elle est partout. Elle est partout, mais on en parle, énormément et en fait, elle est toujours aussi méconnue. Donc votre émission, comme d'autres, démystifier nos métiers, démystifier la photo, inciter les gens à aller voir des expos, à tourner. On a un métier qui est fantastique, et même les amateurs, ceux qui aiment, ont cette capacité effectivement à nous produire des images, des inattendus fabuleux. Même si c'est cette photo, ce qu'on appelle vernaculaire, c'est la photo de famille, c'est la photo de tous les jours, c'est la photo des grands-parents avec, leurs petits-enfants, c'est la photo du quotidien de sa chérie, de son chéri endormi. Peu importe
tout ça contribue à faire à grandir notre paysage visuel et on en a besoin et ce que vous faites, bah, il faut continuer à le faire. Nous, on vous remercie, on vous bénit en notre Dieu des photographes et continuez à le faire parce que pour nous, c'est essentiel. Merci, c'est moi qui vous remercie Laurent d'avoir, accepté cette invitation. On peut retrouver votre travail sur votre site internet laurentferrière.com. Allez vous nourrir, chers auditeurs, des petites œuvres, multimédia sur la page Vimeo d'Hans Lucas dont vous trouverez les références en description de cette vidéo. Moi, je tiens à clôturer en remerciant l'équipe technique de ce soir. Hijack, Silvoca aux commandes de l'émission, Brique Bleue aux réseaux sociaux. Un gros, gros merci à nos auditeurs toujours présents. On retrouvera la libre antenne spéciale Halloween dans 2 jours sur, la chaîne YouTube de, la radio insoumise. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir ou revoir nos émissions et à mettre des petits pouces bleus et pour ma part, je vous retrouve le 13 novembre prochain dans un nouvel épisode de Derrière le viseur. Bonsoir.